Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans votre magazine Caraïbes. Au sommaire de votre émission ce soir, focus sur le phénomène de violence qui envahit le bassin. Nous irons tout d'abord à Sainte-Lucie où le nombre d'homicides flambe. La guerre des gangs fait rage dans le pays, une situation devenue quasi incontrôlable par les autorités locales. Direction ensuite le Costa Rica où ce sont les cartels de la drogue cette fois-ci qui sèment le chaos. Le taux de criminalité grimpe en flèche, de quoi inquiéter les dirigeants de ce petit pays d'Amérique centrale. Toute cette problématique, nous allons l'aborder avec nos trois invités en détail. Kenny Anthony, ancien Premier ministre de Sainte-Lucie et député de Vieux-Fort. Le professeur Ramesh Deo Saran, spécialiste en criminologie. Et avec nous sur ce plateau, le commandant de la gendarmerie, William Vaquette, qui collabore avec les autorités de l'île voisine. Mais avant de retrouver nos invités, direction donc Sainte-Lucie, 2 meurtres par semaine depuis le début de l'année. C'est le décompte macabre récemment annoncé par le Premier ministre du pays. Un chiffre qui illustre bien la situation chaotique dans l'île Sœur. Nous nous sommes rendus sur place juste après les récentes fusillades dans le sud de l'île, à Vieux-Fort. Un reportage tourné avec François Marlin. Ça me fend le cœur, vous savez, elle n'avait rien à voir avec toute cette violence pour qu'elle meure de cette façon. C'est l'histoire de James, homme de foi, père de 6 enfants, récemment veuf par la force des choses, ou plutôt devrait-on dire par la force de la violence. Ces dernières semaines ont été un véritable calvaire pour ce mari qui pleure la mort de sa femme, Lorraine, sauvagement tuée par balle en plein centre-ville. Elle avait 59 ans. C'est vraiment terrible. Vraiment terrible. Je n'arrive pas à y croire, mais je remercie Dieu de m'avoir donné la force de surmonter un petit peu ce drame. C'était le jeudi 9 mars. Des détonations d'armes à feu font trembler le centre-ville de Vieux-Fort. Sur ces images enregistrées par des passants, l'horreur d'une tuerie sauvage. La scène semble tout droit sortie d'un film d'action. Sauf qu'ici, armes, tueurs et victimes baignant dans une mare de sang sont bel et bien réels. Un véritable carnage qui a duré tout le week-end. Au total, 7 habitants ont été froidement exécutés par des membres de gang. Parmi les victimes, l'épouse de James. Je n'ai pas aimé la façon dont ma femme est morte. Ma femme était une personne aimante et gentille. Mais aujourd'hui, je saisis cette opportunité de parler pour tirer la sonnette d'alarme. Il faut que les dirigeants de ce pays se soucient de ce problème. Il faut qu'ils agissent. Vieux-Fort et son escalade de violence, au milieu de laquelle les habitants sont pris en otage. Plus récemment encore, en plein week-end pascal, une nouvelle fusillade emporte sur son passage 4 personnes, dont une grand-mère et son petit-fils de 3 ans. Alors depuis, les habitants vivent dans la peur et dans l'inquiétude. Un lundi, habituellement jour d'affluence, devient un lundi où la ville est quasi déserte. Rythmée par les allers-retours des patrouilles de police à pied, les tueries répétées effraient au plus haut point. Alors la loi du silence s'installe. Plus personne ou presque ne souhaite parler des récents événements. Devant notre micro, des sourires jeunes, des regards gênés, et puis rien. Je ne veux pas en parler. Vous ne voulez rien dire, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous sillonnons Clark Street, l'avenue principale de Vieux-Fort, centre névralgique où se trouvent commerce, marché, port de pêche, bref, toutes les activités qui brassent du monde. Là encore, à nos questions, c'est motus et bouche cousue. Vous n'allez pas aller au bord de ça? Non. Because it's too sensitive? Ça y est, il top twist. So, je suis d'accord pour parler à ça. En insistant un peu plus, nous arrivons à interroger quelques personnes à visage caché. C'est la condition sine qua non qui nous est imposée.
C'est devenu une habitude maintenant. Ils descendent en ville, tuent des hommes, des femmes, des enfants. Et c'est comme ça ici maintenant. Regarde le résultat, une ville vide, rien ne se passe. Regarde, regardez Vieux-Fort, Vieux-Fort est mort. Je me rappelle, parce que depuis un jour, je suis assis, même ici, un homme sorti qui shoot un monde deuxième. Comme si il toujours une petite manière à trembler depuis moi ici. Une dégradation de la situation qui pousse le Premier ministre du pays à prendre des mesures plus drastiques. Quelques jours après les événements de mars, il s'adresse à la nation. Le gouvernement continuera de fournir son aide et son soutien à la police pour rétablir la paix. Philippe Djepierre signe dans la foulée un acte qui classe le département sud de Vieux-Fort, zone de criminalité intensive. Un statut qui permet de prendre des mesures d'urgence et d'étendre le pouvoir de la police sur place. Un gouvernement qui veut jouer à 100% la carte de la sécurité. À plusieurs reprises, Philippe Djepierre s'est rendu à Vieux-Fort. Opération proximité oblige, battre le pavé pour essayer de taire les critiques de plus en plus vives sur sa gestion de crise. Parmi les mesures d'urgence, il y a le renforcement de la présence policière sur le terrain. Nous faisons actuellement des patrouilles générales dans tous les quartiers de Vieux-Fort. Le centre-ville aussi et tous ses alentours. Entre les patrouilles en voiture, à vélo ou à pied, la Royal Police Force de Sainte-Lucie est déployée aux quatre coins de Vieux-Fort, appuyée par les forces spéciales et d'autres renforts policiers venus des pays voisins de la Caraïbe. Des policiers pour intimider, dissuader, mais aussi rassurer la population. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ça va, ça va. Est-ce que tout se passe bien ici? Oui, tout est nickel. On s'assure juste que tout va bien. Si dans la ville, quelques sourires sont de retour, c'est une toute autre ambiance qui nous attend à quelques centaines de mètres de là. Le déploiement des forces de l'ordre se fait aussi dans les quartiers chauds, des zones de non-droit où pauvreté, précarité, trafic de drogue et d'armes sont légion. C'est important de montrer notre présence dans tous les coins et recoins de Vieux-Fort et plus généralement de Sainte-Lucie. Vieux-Fort était une ville paisible et Vieux-Fort redeviendra cette jolie ville paisible et calme. Bienvenue dans l'un des fiefs de gang les plus actifs de Vieux-Fort, Bruceville. Ici, notre présence est scrutée, des guetteurs pour surveiller, des sifflements pour alerter. Les journalistes, mais surtout la police, ne sont pas les bienvenus. Les habitants restent donc terrés chez eux. Ici, c'est la loi de la rue qui parle. La tension est palpable. C'est un quartier sensible parce que beaucoup de ceux qui ont perpétré les attaques à Vieux-Fort viennent de ce quartier. C'est aussi ici qu'un leader de gang a été abattu dans son propre quartier, provoquant les foudres de ces soldats qui réclament vengeance, l'origine de toutes ces récentes fusillades. Père, mère, enfants tombent sous les balles, sans compter les victimes collatérales. De retour au commissariat de police, l'heure est à la réunion de crise. Les semaines passent et les homicides se suivent. Autour de la table, responsables des unités spéciales, section anti-gang, section criminelle et toutes les autres unités de police du pays. Nous n'aurons que quelques minutes pour filmer cette table ronde au sujet hautement sensible. La présence de notre caméra fait d'ailleurs débat. Au programme, présentation du plan d'action d'urgence, mais seul le commissaire en chef s'exprime à demi-mot, uniquement dans son bureau et porte fermée.
Pour le moment, la situation s'est en quelque sorte calmée, mais nous devons rester sur le qui-vive. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous continuons donc nos enquêtes sur les homicides et multiplions nos opérations pour ramener le calme à Vieux-Fort. Plus largement, c'est tout un pays qui est paralysé par cette vague de violence depuis ces dernières années. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'année en année, le nombre d'homicides n'a cessé d'augmenter. 71 en 2021, 74 en 2022 et en moins de 4 mois, l'on compte déjà près de 28 morts en ce début d'année 2023. Guerre de gangs, règlement de comptes, attaques à main armée, vol avec violence, quel que soit le mode opératoire, ces violences ne font aucune exception, touchant toute catégorie d'âge, toute catégorie sociale, dans toutes les communes du pays. Une situation qui provoque des remous au sein de la population et un sentiment d'insécurité grandissant. Pas en sécurité à la maison ni ailleurs. Nous devons commencer à réfléchir en tant qu'être humain. Pour être honnête, selon moi, la criminalité est devenue hors de contrôle. Mais elle peut être contrôlée. Il faut essayer de ne pas avoir peur et prier pour que la situation s'améliore pour nos enfants. Il faut prier avec eux et les soutenir. Une jeunesse enrôlée de plus en plus tôt dans cette spirale de violence. Souvent sollicitée par les gangs, filles comme garçons commettent parfois l'irréparable. Et si les chiffres officiels sur le nombre de mineurs impliqués dans des actes de violence n'est pas connu, il semble être en constante augmentation au fil des années. Alors pour tenter de remettre ces mineurs sur le droit chemin, ils sont placés dans des structures particulières. Sur les hauteurs de Gros-Îlet, le centre de redressement des jeunes garçons. Ils ont entre 10 et 18 ans et leur parcours tortueux les ont conduits ici, placés par un juge d'instruction. Alvin fait partie de ceux qui se disent sauvés. Depuis son plus jeune âge, il est plongé dans l'enfer de la rue. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à poser des problèmes parce que mes parents me maltraitaient à la maison. Ils ne prenaient pas soin de moi. Donc j'ai commencé à fuguer, je ne rentrais pas dormir à la maison. Il est bien difficile pour Alvin de nous retracer l'histoire de son parcours, par pudeur ou par honte. Mais après un échange hors caméra, il décide finalement de se livrer en évoquant des aspects de sa vie dont il n'avait jamais parlé auparavant. Si je n'étais pas venu ici, je serais mort à l'heure où je vous parle. J'aurais rejoint un gang et ma vie n'aurait pas été la même. Là où j'habite, il y a des gangs, des fusillades tout le temps. Et si j'avais rejoint un de ces gangs, on m'aurait tué tôt ou tard parce que je n'ai pas froid aux yeux. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est de ne laisser personne vous juger par rapport à qui vous êtes, parce que vous pouvez changer. J'aime beaucoup l'homme que je suis devenu et j'essaierai toujours d'être un homme meilleur. Le centre de redressement accueille près d'une vingtaine de jeunes garçons. Ici, ils tentent de reconstruire leur vie. Suivi psychologique, scolaire, apprentissage d'un métier, de quoi les éloigner de leur ancienne vie, mettre les compteurs à zéro pour se réinsérer dans la société. Contrôler la violence, voici peut-être une partie de la solution. Mais voilà l'autre question qui se pose, c'est comment? Et pour cela, les regards se tournent vers les acteurs politiques. Depuis son arrivée au pouvoir, Philippe Jepierre enchaîne les prises de parole, les allocutions, les adresses à la nation, au rythme des faits divers qui ne se comptent plus sur les doigts d'une main. En séance parlementaire, la situation fait débat et le gouvernement annonce des mesures plus drastiques.
Si vous pensez que vous êtes des soldats parce que vous avez des M16 ou un AK-47 et que vous commettez un crime, ces armes sont uniquement dédiées à la guerre. Vous n'avez pas à les utiliser. Et si vous en possédez une, vous encourez une peine de 10 ans. Et si vous commettez un crime avec, vous encourez une peine de prison à vie. Juste avant le début d'une de ces séances parlementaires, nous rencontrons Alan Chastanet, ancien Premier ministre et leader du principal parti d'opposition. Chastanet a récemment rédigé une lettre ouverte à Jay Pierre lui faisant des suggestions sur la meilleure manière de lutter contre cette criminalité préoccupante. Une sorte de pied de nez sur sa politique actuelle. La réalité, c'est que les gangs sont très puissants. Et tous ces gangs sont associés à ceux de Martinique et à ceux de toute la Caraïbe et même ceux des États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'efforts collectifs. Vous savez, quand j'étais Premier ministre, j'ai travaillé très dur sur cette question pour m'assurer qu'il y ait une collaboration entre les forces de police, particulièrement dans nos eaux communes. Et le but, c'était qu'aucune arme, aucune drogue ne puisse circuler entre Sainte-Lucie et la Martinique. La Martinique, une île sœur vers laquelle Sainte-Lucie lance des appels à l'aide. Face à une certaine impuissance et quelques carences, les autorités demandent des renforts humains et matériels. Et c'est là que la gendarmerie française vient à la rescousse. Depuis le début de l'année, Sainte-Lucie et Martinique collaborent pour renforcer les moyens opérationnels et techniques de la Royal Police Force. Une nécessité selon le gouvernement. Alors pour ce premier échange protocolaire, le général de la gendarmerie et ses équipes font le tour des commissariats de Castries. Premier arrêt chez les gardes-côtes. L'hélicoptère vient, dépose et prend, donc ça ne vous coûte rien. Car c'est l'une des équipes d'intervention les plus stratégiques. Les frontières de l'île sont poreuses, mais les hommes et les moyens manquent pour accentuer les contrôles et les arrestations. Et vous aurez un diplôme français. Les échanges entre drogues et produits de la pêche, plus particulièrement de lambis et de langoustes, représentent une valeur importante. C'est donc à cause de la valeur que le lambi, la langouste et d'autres produits représentent. Cela attire les Français dans les eaux de Sainte-Lucie pour faire affaire avec les pêcheurs saint-luciens de manière illégale. Ça aussi, ça s'ajoute au problème du trafic d'armes, de drogue, mais aussi de trafic d'êtres humains. Direction le quartier général de la police de Sainte-Lucie. La commissaire en chef vient tout juste de reprendre le flambeau. Et le challenge est de taille dans ce contexte explosif. Alors les attentes sont plutôt grandes et les espoirs immenses quant à la coopération avec les Français. Il y a une augmentation des crimes par arme à feu à Sainte-Lucie et je ne pense pas que cela nous concerne uniquement parce que c'est une situation à laquelle nous nous confrontons dans toute la région. Et nous faisons de notre mieux pour stopper cela. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls dans notre coin. La meilleure façon de combattre la criminalité, c'est de collaborer avec d'autres forces de police pour que ça soit une réussite. Nous sommes donc reconnaissants pour les formations, les entraînements, les patrouilles maritimes, les patrouilles aériennes et les équipements. Une première approche qui signe le début d'une longue collaboration selon les autorités locales. La gendarmerie de Martinique a déjà plusieurs fois opéré sur le terrain avec les équipes sainte-luciennes. L'une des plus importantes, c'est cette opération quelques jours après la fusillade de Vieux-Fort. Une équipe cynophile s'est rendue sur place pour aider à la recherche et la détection d'armes à feu. Quelques-unes ont été saisies avec des munitions, mais impossible de savoir le chiffre exact. Quand une arme à feu ou des indices sont saisis par la police, c'est ici qu'elle se retrouve, entre les mains des scientifiques du laboratoire de Castries. Un lieu digne des plus célèbres séries policières, avec ses équipements, ses chimistes en blouse blanche, ses microscopes de pointe, ses machines à la technologie poussée. Autant dire que le laboratoire scientifique du pays est plutôt bien équipé. Sur plus de 200 mètres carrés,
chaque preuve est minutieusement analysée pour que l'indice le plus savamment caché puisse dévoiler ses plus sombres secrets. Sur les véhicules ou les armes à feu, les usines y inscrivent un numéro de série spécifique à chaque produit. Ce que les criminels font parfois, c'est effacer ce numéro de série. Donc, le process que nous faisons ici, c'est d'utiliser les produits chimiques pour restaurer les numéros qui ont été effacés. Fernanda Henry est celle qui dirige d'une main de fer dans un gant de velours les 6 unités de ce laboratoire depuis sa construction en 2010. Le travail des scientifiques dans une enquête a longtemps été négligé à Sainte-Lucie. L'objectif de Fernanda est de démontrer l'importance de la science au sein d'une enquête criminelle. Le laboratoire scientifique joue un rôle très important. Nous amenons la science au cœur des enquêtes. Nous avons cette arme qui est la science et nous la mettons au service de la police. La science parle vrai, la science ne trompe pas et la science est impartiale. Dès que nous faisons les tests dans un environnement dédié et avec le matériel de qualité, ce que nous avons ici, eh bien les tests peuvent révéler beaucoup de choses. Depuis son laboratoire, Fernanda nous dit avoir observé la montée de cette criminalité. La charge de travail a augmenté de façon significative ces 3 dernières années. Nous avons eu d'année en année de plus en plus de demandes pour intervenir sur des affaires criminelles avec armes à feu. Et cela dépeint bien ce qui se passe dehors. Nous voyons beaucoup de policiers nous ramener des preuves. Et puis, il y a aussi l'après-Covid, où nous avons vu la criminalité augmenter, et pas uniquement avec des armes à feu. Il y a beaucoup d'altercations violentes entre les personnes avec des armes blanches. Mais les équipes doivent encore et toujours composer avec un système qui ne les inclut pas totalement dans le process. Les preuves récoltées sur les scènes de crime ne sont pas effectuées sur le terrain par la police scientifique. Si cette violence continue sa folle progression, elle risque à long terme de mettre en péril la principale source de revenus de l'île, le tourisme. Vendredi 17 mars aux alentours de 23 h, un touriste canadien se fait violemment poignarder par une bande de jeunes Saint-Luciens en pleine Friday night. Une tentative de vol qui aurait mal tourné. Gravement blessé, l'homme a immédiatement été hospitalisé. Des faits qui ne seraient pas isolés en marge de cette célèbre fête de rue, fréquentée en majeure partie par les touristes. Alors pour rassurer les participants, les autorités ont décidé de multiplier les patrouilles de police. Il faut dire que la Friday Night est une machine économique à elle toute seule. Chico est d'ailleurs l'un de ceux qui la défendent corps et âme. Après une traversée du désert à cause du Covid, le retour des touristes et la fin des restrictions sont accueillis à bras ouverts. Je suis tellement heureux. Plus de Covid. Mais aujourd'hui, c'est une autre menace qui plane sur le pays. Une situation que Chico a du mal à comprendre. Je n'aime pas la violence. Je suis un travailleur. Je travaille ici depuis plus de 20 ans. Et il faut tout faire pour bien les accueillir, les touristes? Oui, il faut les accueillir. Je suis de Gros-Îlet, donc je connais bien. Mais nous avons un bon gouvernement maintenant, un bon Premier ministre. Plus officiellement, la voix des commerçants de Gros-Îlet se fait entendre par le biais du président de leur association. Nehemia Charles exprime les inquiétudes face aux agressions dont plusieurs visiteurs ont été victimes ces derniers temps. Si la criminalité continue d'augmenter, la situation va empirer et cela affectera les commerçants. Les touristes ne viendront plus à Sainte-Lucie, les habitants ne sortiront plus et ne viendront plus ici s'amuser. La situation inquiète au plus haut point. L'Association des hôtels et du tourisme dénonce d'ailleurs une brutale escalade criminelle qui entache la réputation du pays. À Sainte-Lucie, où la plupart des homicides ne sont pas élucidés,
Prières, manifestations, déclarations et autres protestations se multiplient dans le pays. Des actions inefficaces face aux criminels lourdement armés. Les près de 1000 agents de police semblent bien désemparés et limités à maîtriser cette insécurité galopante. Une pilule dure à avaler pour toute une population. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvons maintenant nos invités et on commence avec vous, Kenny Anthony. Bonsoir. Vous êtes en direct de Sainte-Lucie, ancien Premier ministre et député de la circonscription de Vieux-Fort. On l'a vu dans ce reportage, la situation devient de plus en plus chaotique. Vous avez même qualifié de carnage ce qui s'est récemment passé dans votre ville. Est-ce que vous avez été choqué par les méthodes cruelles, même hyper violentes, employés par ces gangs? Les récents crimes sont différents de ce que nous avons vécu par le passé au niveau de leur qualité. Nous avons toujours eu donc des guerres de gangs qui essayent d'étendre leur influence de manière à contrôler le trafic de drogue et également le trafic d'armes. Mais ce qui est différent dans ces tueries récentes, c'est ceci, c'est que nous voyons maintenant que les gangs sont en train de cibler les parents des membres de gangs et ils ont ciblé des mères, des pères de famille et récemment les pères de ces membres. Et récemment, nous avons eu la tuerie d'un enfant de 3 ans. Nous avons eu cet enfant. Et donc, nous avons une situation qualitativement différente. Ce n'est pas une lutte pour un territoire ou pour une influence, mais c'est une vengeance en fait. On l'a aussi vu dans ce reportage, les forces de l'ordre ont été déployées dans les rues de la ville de Vieux-Fort, mais cela n'a pas donné le résultat escompté. Pourquoi, selon vous? Je pense qu'il est juste de dire que la présence de la police et en particulier les forces de sécurité régionales a aidé quand même à restaurer le calme dans la communauté et la tranquillité dans l'activité. Il est vrai que lorsqu'ils étaient présents dans le quartier, nous avons eu 4 meurtres un soir, mais lorsque ces tueries sont survenues, il y avait des préparations pour le week-end, des préparations festives, et peut-être que les officiers de police n'étaient pas déployés dans l'endroit où cela a eu lieu. Mais les forces de police ne peuvent pas être partout dans tous les coins de la ville. Donc il y aura de toute façon des problèmes. Mais je ne pense pas qu'il est correct de dire que la situation est hors de contrôle. Elle n'est pas hors de contrôle. Le calme est revenu actuellement à Vieux-Fort et il me semble que les forces de sécurité prennent la main dans la bataille dans la lutte contre les criminels dans cette communauté. C'est une communauté difficile et c'est une communauté de 10 000 personnes sur un territoire assez réduit. Donc, on a une situation de haute criminalité sur un territoire géographique très réduit. Et peut-être qu'en raison de cette taille géographique, donc, la situation
est difficile à contrôler pour cela et la communauté, cette communauté a beaucoup de gangs et c'est vrai que généralement, je dirais qu'il y a maintenant, on peut maintenant mesurer que le calme et la maîtrise de la situation a été restaurée. Même si le gouvernement a demandé de l'aide des forces régionales de sécurité, mais le gouvernement devrait donner à la police des pouvoirs supplémentaires. Par exemple, cette zone a été déclarée comme zone de violence croissante, mais ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a élargi les pouvoirs. Et je ne pense pas que cela va résoudre la situation complètement, mais cela donne une souplesse au gouvernement pour gérer la situation. Mais il faudra quand même trouver d'autres solutions. Nous continuons de parler de Vieux-Fort, ville où la gendarmerie de Martinique s'est récemment rendue pour aider sur place les autorités locales dans le cadre de la coopération avec Sainte-Lucie. Nous sommes avec le général Vaquette ici sur ce plateau pour en parler. Bonsoir. Général Vaquette, depuis janvier, vous développez une action de coopération avec la police de Sainte-Lucie pour la lutte contre cette criminalité. Vous vous êtes d'ailleurs même rendu sur place à Vieux-Fort avec une équipe cynophile. Alors, quel constat vous avez pu faire sur place? Alors, tout d'abord, quand je suis arrivé à Vieux-Fort avec une équipe cynophile, chiens, recherche, stupéfiants et armes, j'ai pu mesurer la détermination et l'engagement au quotidien de tous les policiers de Sainte-Lucie, une forte détermination des autorités à reprendre le contrôle. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une reprise complète du territoire de Vieux-Fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pourquoi la Martinique aide Sainte-Lucie? Eh bien, quand votre voisin a des problèmes, vous avez des problèmes. Il faut impérativement renforcer la sécurité de Sainte-Lucie, parce que renforcer la sécurité de Sainte-Lucie, la coopération, c'est renforcer la sécurité de la Martinique, de sa population et de son territoire. Pour avoir un exemple un peu plus concret, quel type d'armes vous avez retrouvé à Vieux-Fort? Alors, on retrouve ce qu'on retrouve dans tout le bassin caribéen. On retrouve avant tout du Smith & Wesson, des armes américaines, du Glock, des armes américaines, et du Taurus, des armes brésiliennes. Ça veut dire qu'il faut regarder le bassin caribéen, et notamment la Martinique et ses voisins, non pas depuis Paris, mais il faut regarder depuis son environnement. Et l'environnement de la Caraïbe est devenu de plus en plus criminel. Ça se rapproche des frontières de la Martinique, et aujourd'hui, la Martinique fait office de supermarché pour nos voisins criminels. Est-ce que la police de Sainte-Lucie a les moyens humains, les moyens techniques, matériels de lutter contre ces gangs et plus généralement contre tout type de criminalité et de méfaits? Alors, ils l'avaient et ils les ont perdus, notamment en matière cynophile, puisque jusqu'en 2017, ils avaient un groupe cynophile armes et stupéfiants qui n'a pas été renouvelé à la mort des chiens. Donc ils ont perdu cette capacité. C'est la raison pour laquelle ils nous ont demandé de les aider. Et que bien évidemment, avec l'accord du gouvernement français à Paris, je me suis rendu avec un chien spécialisé dans la recherche des armes et des stupéfiants. Et nous avons mené des opérations avec les policiers de Sainte-Lucie, une dizaine de perquisitions sur 3 jours chez des chefs de gang. Et à chaque fois, nous avons trouvé de la drogue et des armes. Général Vaquette, je vous propose de parler de ce phénomène de criminalité avec notre troisième invité, le professeur Ramesh Deo Saran, un spécialiste en criminologie. Bonsoir. Vous connaissez très bien la situation de la criminalité dans la Caraïbe et plus généralement, plus particulièrement à Sainte-Lucie. Vous avez participé au début des années 2000 à la mise en place d'une commission de prévention de la criminalité toujours à Sainte-Lucie. Quelles sont, selon vous, les causes de cet excès de violence? L'augmentation de la violence, donc la violence dans la Caraïbe s'est intensifiée et le docteur Anthony a expliqué qu'il y a de nouvelles conditions. Nous avons des gangs également à Trinidad et les services de police parfois sont submergés par l'augmentation de ce défi. Bien sûr, il y a d'autres problèmes tels que la pauvreté, le chômage, mais je peux vous dire que les gens ont peur, même à Trinidad en particulier, le niveau de peur est très élevé. Il y a la traite des êtres humains, il y a l'entrée d'armes.
Et d'autres gouvernements, comme le Mexique et les pays du CARICOM, se rassemblent et s'unissent pour essayer de traiter cette question. Il y a les fabricants d'armes également. Et en fait, il y a les États-Unis qui fournissent des armes, également le Brésil, l'Allemagne, beaucoup de régions du monde industrialisé. Donc, si nous ne réglons pas ce problème de la fourniture d'armes de ces pays, nous ne réglerons pas le problème. Les pays côtiers sont souvent très pauvres, donc combien de gardes-côtes peuvent intervenir, peuvent s'attaquer au problème, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, et c'est comme la police. Donc, il faudrait que les citoyens aident la police à résoudre le problème. Mais à mon avis, on ne peut pas arrêter la criminalité, mais ce qu'on doit faire, c'est le minimiser, le réduire le niveau de cette criminalité. Kenny Anthony, on rappelle que vous êtes un ancien Premier ministre. Est-ce que pour vous, c'est le défi du gouvernement? On rappelle d'ailleurs aussi que Sainte-Lucie a été classée 3e dans la région au palmarès en matière d'homicide. Oui, quand on se réfère aux chiffres d'homicides dans son ensemble, Sainte-Lucie effectivement occupe cette position et c'est préoccupant et nous avons un grand chiffre d'homicides par habitant. Ce n'est pas le plus élevé. Je pense que c'est Turc et Caïcos qui ont 7,6 homicides pour 1000 dans l'île. Mais clairement, en tant qu'ancien Premier ministre, je suis très inquiet. C'est également, la zone pour laquelle je suis élue et donc je représente la communauté. Mais le crime, la criminalité, ce n'est pas le seul problème de cette région. Nous avons d'autres problèmes très sérieux, mais je voudrais souligner que normalement, souvent on explique la criminalité par la guerre des gangs il faut donc par le fait qu'ils essayent d'assurer le transfert de drogue dans le pays. Donc c'est l'explication que nous avons, mais les dirigeants de ces gangs ont beaucoup de difficultés à gérer les membres de ces gangs. Et les gangs existent depuis très longtemps et donc au bout d'un moment les dirigeants existants ont tendance à perdre le contrôle de ces gangs parce qu'il y a une guerre d'influence à l'intérieur même de ces gangs, de ces bandes. Et donc, il y a une compétition avec les jeunes membres de gangs qui essayent également d'obtenir les mêmes avantages que les dirigeants de ces gangs. Donc, c'est un phénomène actuel qui affecte cette circonscription de Vieux-Fort. Donc, la nature de la guerre des gangs a changé considérablement. Et il faudrait vraiment penser à cela devrait être considéré dans l'approche que prennent les forces de police pour lutter contre ce fléau. Général Vaquette, quelles sont les solutions à apporter pour endiguer ce phénomène de criminalité? Ce que j'ai proposé aux autorités de Sainte-Lucie, c'est 3 leviers et puis 3 outils. Alors d'abord, les outils, c'est assez simple pour résoudre une affaire criminelle. C'est le renseignement criminel, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les traces papillaires, les empreintes. Et ce qu'on a de plus en plus aujourd'hui, c'est l'empreinte numérique. Ça, ce sont les outils. Et les leviers, pour que ça fonctionne en termes de collaboration avec
Sainte-Lucie. Tout d'abord, c'est le continuum. Ensuite, c'est l'interopérabilité. Et enfin, c'est la montée en compétences techniques et humaines. Le continuum, les criminels n'ont pas de frontières. Eh bien, à nous de ne pas avoir de frontières. Concrètement, on a mis en place des patrouilles mixtes internationales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'interopérabilité. Eh bien, il faut absolument travailler de la même façon. C'est ce qu'on vient de faire en accueillant pendant 15 jours, dans une préparation militaire gendarmerie, des policiers de Sainte-Lucie. Et la dernière chose, c'est la montée en compétences techniques et humaines. Eh bien, c'est pareil. C'est acquérir des outils de balistique de manière à ce que les armes qui sont utilisées à la fois à Sainte-Lucie et en Martinique, on puisse tracer leur origine et surtout quels usages ils en ont fait. Merci à nos 3 invités d'avoir répondu à nos questions. Kenny Anthony, on le rappelle, qui était en direct avec nous de Sainte-Lucie. Ramesh Deo-Saran en direct de Trinidad. Et vous, Général Baquet, qui étiez avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le Costa Rica ne fait pas figure d'exception dans la zone. Ce petit pays centra-américain, réputé pour son écotourisme, se retrouve au beau milieu du couloir des transits des cartels de la drogue. Le Costa Rica n'échappe donc pas au fléau des gangs et de la criminalité. Le phénomène prend tellement d'ampleur qu'il inquiète fortement les autorités du pays. Voyez ce reportage dans les rues de San José, signé Olivier Canuti. Le Costa Rica, un pays d'Amérique centrale qui compte aujourd'hui environ 5 millions d'habitants. Connu mondialement pour ses politiques favorables à la biodiversité et au développement des énergies renouvelables, il est devenu un haut lieu de l'écotourisme. Malheureusement, le pays plonge d'année en année dans les affres angoissantes des guerres de gangs, du trafic de drogue et des meurtres. Les chiffres sont éloquents. Pas moins de 603 personnes tuées durant cette période, soit 12,1 homicides pour 100 000 habitants. Mais le cauchemar semble vouloir se prolonger. Selon la police judiciaire, le nombre de 302 homicides a été atteint, soit 29 de plus qu'au cours de la même période l'année précédente. La sécurité est devenue un axe fort du gouvernement. Patrouilles nocturnes, descentes dans les différentes planques, dans les bidonvilles de San José, la capitale. Démantèlement des réseaux de drogue, contrôle inopiné, arrestations en grand nombre. La politique menée par Michael Soto, ministre de la Sécurité, se veut visible et forte. Il faut reprendre du territoire aux gangs. Nous avons quelques points de conflit entre des groupes criminels dans le sud de la capitale, mais également sur la côte atlantique du pays. Ces conflits sont souvent dus au trafic de drogue. Ces groupes armés s'affrontent pour la détention, pour la vente de drogue, un marché inquiétant qui est à l'origine d'environ 50% des homicides dans le pays. Homicides, malheureusement toujours en augmentation. Il s'agit de la cause principale de notre insécurité, mais il y a d'autres circonstances affligeantes, comme la violence domestique, la violence familiale, qui génère également un niveau important de violence dans le quotidien des Costaricains. En tant que ministre de la Sûreté publique, je suis en charge de mettre en place, avec l'ensemble des policiers, une politique et une stratégie qui correspond à notre réalité. Il est clair que quoi qu'il arrive, nous allons travailler à garder le contrôle, c'est-à-dire que nous mettrons en place tous les moyens. Nous continuerons à monter des opérations massives dans les quartiers à risque. Notre police sera de plus en plus visible dans tout le pays. Nous devons être présents dans les zones où nos analyses criminelles nous indiquent qu'il y a des conflits de gangs, où il y a des trafics de drogue ou d'armes et les vols de véhicules. Nous devons endiguer toutes ces violences urbaines et périurbaines. Notre objectif, restaurer plus de sécurité dans nos villes et nos banlieues. Pour mesurer l'impact du trafic de drogue dans les rues de San José, nous avons rencontré l'un des policiers les plus impliqués dans la lutte contre les stupéfiants, le commandant Guzman Edouard. En 30 ans de service dans les sections anticriminalité et antidrogue, il mesure les changements et travaille quotidiennement au cœur du problème. Il est évident qu'il y a un problème social. Toute cette délinquance est le résultat d'une mauvaise économie, d'un manque d'éducation. Les familles sont perturbées, les gens abandonnent, les familles se disloquent, le père qui travaille, les mères qui travaillent, et les enfants se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes.
C'est un problème. Comme il n'y a pas de contrôle dans la cellule familiale et que les jeunes sont livrés à eux-mêmes, les bandes organisées recrutent les adolescents et d'une certaine façon, cela facilite aussi l'addiction à la drogue et bien sûr, cela augmente les délits. Malheureusement, la violence au Costa Rica est en augmentation, et pas uniquement dans le domaine des homicides, mais également dans tous les autres délits, tels que les cambriolages, les agressions et les vols à main armée. Toutes ces choses déplorables sont intimement liées à la grande consommation de drogue dans le pays. À cause de mon addiction, j'étais à 2 doigts de tuer un homme pour lui prendre son argent, sa montre. Je voulais l'étrangler. Je voulais son argent pour pouvoir acheter ma dose de crack. Mais je n'avais pas remarqué les caméras de surveillance. Alors je me suis fait arrêter et le juge m'a condamné à purger 10 ans de prison, étant donné que ce n'était pas la première fois. Mais moi, je n'ai jamais été à l'école. Je viens d'une famille de 12 frères et sœurs. À cause de la drogue, je mène une vie de misère. C'est pas une vie. J'ai commencé par les drogues douces, la marijuana. Ensuite, j'ai mélangé la marijuana et le crack. Mais mon corps ne voulait plus de drogue douce. Alors, je me suis mise à des drogues vraiment plus fortes. Mais le crack est celle que je trouve facilement. Je peux pas changer, c'est la vérité. Triste vérité pour toute une génération. Une consommation de crack en large augmentation, tuer, voler ou se prostituer pour assurer leur dose quotidienne de drogue. Sans avouer les échecs de l'État, le commandant Guzman reconnaît que malgré les efforts effectués, les résultats sont loin d'être satisfaisants. Positivement, trop peu. Négativement, beaucoup. Selon les analyses des statistiques, l'augmentation de la drogue est significative. Mais derrière la consommation de la drogue se cachent toutes les autres dérives, les homicides, le trafic d'armes, la prostitution. Toutes ces situations violentes ont augmenté. Tout est lié. Trafic d'armes, drogue et difficultés sociales. Cocktail explosif qui pousse la jeunesse costaricaine vers le bas. C'est le cas de Angie, une jeune femme d'une vingtaine d'années, devenue prostituée alors qu'elle n'était encore qu'une mineure. Nous l'avons rencontrée chez elle en compagnie de sa mère, sa grand-mère et son fils. J'ai commencé à me prostituer à l'âge de 16 ans. C'est à cette période que je me suis mise sur le trottoir et j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé à prendre de la drogue. Je ne fréquentais que des gens dangereux, des gens violents, des mafieux connus au Costa Rica. Vers l'âge de 17 ans, je ne vivais que de la prostitution. Mais ma vie n'était pas facile. Et en plus, avec la drogue, je m'enfonçais dans plus de problèmes. En plus, je ne pouvais pas quitter le milieu, car ils menaçaient de tuer ma famille si je quittais leur réseau de prostitution. J'ai passé des moments très difficiles. Vous savez, dans ce milieu, avant d'avoir des relations avec un client, il faut d'abord être payé. Parce que cela m'est arrivé bien des fois, où l'homme me posait une arme à feu sur la tête et me forçait à avoir des relations avec eux sans contrepartie financière. C'était une horreur à vivre. Je ne souhaite vraiment cela à personne. Vie faite de mensonges, de tromperies, bâtie sur des silences pesants. Une famille qui, pour assurer leur quotidien, sans pouvoir sortir de la pauvreté, ne voit qu'une seule solution, la prostitution. Situation angoissante pour sa mère qui voyait sa fille partir travailler sur les trottoirs de San José pour nourrir son fils. Tous les soirs, j'étais vraiment triste en la voyant partir travailler chaque soir. Mais nous ne pouvions rien faire, alors je priais mon Dieu pour qu'il la protège de tous les malheurs. Je ne pouvais rien faire pour elle. Je ne pouvais pas l'aider car je n'avais pas d'argent. Elle avait déjà son fils et c'était la seule solution pour qu'elle gagne de l'argent, pour faire face à ses responsabilités de mère de famille. Enceinte de son deuxième enfant, Angie souhaite rompre avec son présent.
pour se créer un meilleur futur, reprendre ses études et offrir une nouvelle vie à ses enfants, sa mère et sa grand-mère. Dans un quartier non loin du ministère de la Sécurité, nous rencontrons dans son bureau Warner Gutiérrez, ancien commandant de l'unité de la police d'élite, devenu expert en sécurité publique. Selon lui, il n'y a pas qu'une solution pour changer ou améliorer les choses au Costa Rica, car les problèmes liés à la violence, à la délinquance et aux guerres de gangs sont multiples et profonds. Au Costa Rica, nous savons tous que la violence est un phénomène social qui est dû à plusieurs causes. Premièrement, une grande pauvreté. Deuxièmement, la surpopulation de certaines zones. Troisièmement, le chômage. Et pour finir, le Costa Rica a une grosse consommation de drogue, en plus de l'explosion de la cellule familiale. Ce sont tous ces problèmes qui engendrent les violences dans le pays. Il n'y a pas un jour où les journaux télévisés ne parlent pas de guerres de gangs qui luttent pour avoir plus de territoire. Ils tuent. Ils sont la cause de la mort de personnes innocentes qui se trouvent là au mauvais moment, des victimes collatérales de cette guerre. Cela fait 14 à 15 ans que les spécialistes en sécurité au Costa Rica constatent que le type de violence a radicalement changé. Ils nous comparent à la Colombie. Malheureusement, nous suivons le même chemin emprunté par la Colombie. Prenons un exemple. Nous sommes au même niveau que la Colombie depuis 20 ans et notre insécurité grandit de plus en plus vite. Aujourd'hui, nous avons le problème de tueurs à gages à cause de la drogue. Croyez-moi, c'est un gros problème. La police tente de stopper le phénomène, mais par manque de moyens matériels et d'hommes, ils sont dépassés. En plus, il est difficile de contrôler les côtes du Pacifique et de la Caraïbe, qui sont les deux accès aux trafiquants. Le Costa Rica a été longtemps considéré par les trafiquants de drogue et d'armes comme étant un point stratégique, une plaque tournante, pouvant alimenter les côtes ouest et est des États-Unis, sans oublier l'ouverture sur la Caraïbe, les Antilles et l'Europe. Mais aujourd'hui, en plus d'être une zone de transit, le pays se transforme en un marché local lucratif pour la consommation de produits stupéfiants et affiche un fort potentiel de croissance, tant avec les consommateurs locaux qu'avec les touristes venus en nombre. Cette atmosphère criminelle génère chez les Costaricains une angoisse qui les pousse à se protéger. C'est le cas d'Alex, qui s'est acheté une arme de poing. Il s'entraîne plusieurs fois par semaine dans un centre de tir. À cause de cette ambiance de délinquance, de violence, de crimes et de meurtres, il nous faut faire attention. Alors oui, je m'entraîne au maniement des armes à feu, car un pistolet peut représenter un danger, mais il peut aussi sauver des vies. Et dans notre pays, en ce moment, il faut être prêt à se protéger, prêt à protéger sa famille. Perte des repères familiaux, absence de père, drogue, vol et délinquance sont des faits de société qui suscitent l'inspiration d'une nouvelle génération de chanteurs urbains costaricains. C'est le cas de Banton, rappeur et chanteur de reggaeton, originaire de la côte caraïbe du Costa Rica, très populaire auprès des adolescents. Touché par la mort de son frère, abattu froidement lors d'une rixe entre deux bandes rivales. Je suis témoin de tous ces événements. La violence a personnellement touché ma famille. Mon frère a été tué par des bandes rivales lors d'une rixe dans les rues. Il est l'une des nombreuses victimes innocentes du trafic de drogue. C'est pour cela que je fais de mon mieux pour faire passer un message de prévention et de respect pour que d'autres enfants innocents ne soient pas happés par la mort et que d'autres familles n'aient à souffrir comme ma famille a souffert. Moi, je pense que tout commence par nos dirigeants, nos hommes politiques. Ils sont là au pouvoir, mais en vérité, ils ne font rien pour le peuple qui les a élus. Ici, à Limón, il n'y a rien à faire. Les jeunes qui sortent de l'école se retrouvent au chômage, sans argent, sans possibilité de réussir, sans possibilité de réaliser leurs rêves. Alors ils partent à la capitale, et malheureusement, nombreux finissent dans des gangs, à vendre de la drogue ou à devenir des tueurs pour avoir de l'argent facile. Je critique le système,
car il faut qu'il change. Il faut créer de vraies opportunités dans le tourisme, dans l'écologie. Il faut donner du travail aux jeunes pour que le Costa Rica redevienne un monde meilleur. Les sondages menés au cours des derniers mois placent la sécurité au 4e rang des préoccupations les plus présentes dans l'esprit des Costaricains, derrière le chômage, la corruption et l'économie, mais devant la pauvreté. Mais cette lutte contre le trafic de drogue et le trafic d'armes s'avère de plus en plus compliquée pour les autorités du Costa Rica, car depuis les années 2010, les cartels mexicains de Sinaloa, de Zetas et du Golfe ont monté leur propre réseau pour inonder de nouveaux marchés. Conscient du défi de taille qu'il reste à relever, Michael Soto, le ministre de la Sécurité publique, rappelle que malgré les problèmes rencontrés et les statistiques alarmantes, les autorités policières et judiciaires gardent le contrôle et que le Costa Rica reste au même niveau, voire légèrement en deçà des niveaux de violence constatés dans la plupart des pays voisins. Notre prochain rendez-vous, c'est le 31 mai. D'ici là, l'actualité quotidienne du bassin continue dans vos journaux de 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.